Ayant déjà fait 2 vidéos sur le sujet, j'aurais pensé qu'on aurait enfin fait le tour de cette affaire sordide. Mais c'était sans compter sur la capacité de certaines personnes à être des sorciers ainsi que des sorcières. Donc nous revoilà là. En à peine quelques semaines depuis ma dernière vidéo, on a eu énormément de rebondissements dans l'affaire Justin Baldoni versus Blake Lively et It Ends With Us. Donc on va faire le tour aujourd'hui. Posez-vous bien ou continuez ce que vous étiez en train de faire. Je vais vous détailler tout cela de manière méthodique. Alors déjà en partie 1, où en étions-nous? Ma première vidéo sur le sujet, c'était un peu une sorte d'état des lieux de l'isolement de Justin Baldoni versus tout le reste du cast lors de la promo du fameux film It Ends With Us, ou Jamais plus en français si je me souviens bien du titre. Nous avions alors souligné à quel point la sortie du film, qui se base sur l'histoire de violence conjugale dans un couple, avait été le plus gros coup marketing de Blake Lively, qui n'avait pas hésité à mettre en avant sa marque d'alcool Betty Booze dans un contexte absolument lunaire, ou de faire le launch de sa marque de produits capillaires également. Et aussi de mettre en avant son cher époux Ryan Reynolds, qui n'avait absolument pas sa présence sur les tapis rouges de la manière dont on l'a vu. C'est-à-dire que le monsieur était quand même plus présent que Justin Baldoni. Dans ma deuxième vidéo, je vous avais parlé alors de la campagne PR de Melissa Nathan en faveur de Justin Baldoni, la même Melissa Nathan très important, qui avait défendu les intérêts médiatiques de Johnny Depp dans son procès face à son ex-épouse Amber Heard. Donc c'était hyper intéressant de voir en fait comment elle fait toute sa machination. On avait eu une foule de screenshots, de messages, de plein de preuves, des emails à gauche, à droite. On avait eu énormément d'éléments pour comprendre vraiment son fonctionnement et à quel point Melissa Nathan, son but était vraiment de pouvoir enterrer Blake Lively. Et donc à ce moment-là, on va être honnête, on pensait tout savoir sur l'affaire. Alors partie 2, pourquoi en parle-t-on encore? C'est surtout du côté du compte TikTok de Be Better Company que les choses ont bougé. Tout sera linké dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. Parce que, bien entendu, après que le New York Times ait publié le fameux article de décryptage où toutes les preuves étaient balancées, Justin Baldoni a attaqué en justice le New York Times et l'équipe de Blake Lively en disant « Excusez-moi, mais là, c'est une réalité que vous avez totalement tournée en votre faveur. » Et ce qui fait que donc la machine judiciaire qui avait déjà commencé n'a fait que se poursuivre. Et en refouillant vraiment chaque page du lawsuit, le créateur de contenu Be Better Company, il s'est posé une question que je m'étais également posée, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur numéro 1 qui a fait que la relation de Blake Lively et Justin Baldoni est passée de professionnelle amicale à vraiment, ça a tourné au vinaigre et maintenant, c'est des ennemis qui sont en train de s'attaquer en justice. Quel a été l'élément déclencheur? Il faut qu'il y ait un virage. Quels que soient les problèmes de ce genre, il y a toujours un virage. Parce qu'on peut ne pas s'entendre avec des co-stars, ça arrive, je pense, très souvent, c'est des collègues dans tous les cas, mais on est dans le cas de figure d'une guerre médiatique actuellement. Et pour lui, Be Better Company, il expliquait à ce moment-là que dans sa tête, c'est simple. On est sur un tournage, on est dans des moments qui sont assez intimes, on est très souvent que nous deux, donc Blake Lively et Justin Baldoni. Ils se sont rapprochés, peut-être qu'il y a une personne qui s'est plus rapprochée que l'autre, peut-être qu'il y a une personne qui a commencé à avoir des sentiments plus que l'autre. Ryan Reynolds aurait vu tout ça, et il aurait été l'élément, justement, pivotant toute la situation, parce que pris de somme. Parce que, précisons, c'est aussi la manière dont Blake Lively et Ryan Reynolds se sont rencontrés sur Green Lantern, alors que lui-même était en couple. Donc, il est vrai que, tu sais, quand tu as fait quelque chose, et tu te dis, c'est qu'en fait, on peut me faire. De nouveaux échanges de messages ont alors fait surface, avec Justin Baldoni qui envoyait à Blake Lively « I like the sentimental Blake ». Elle lui répondant « Never met her, lol », et lui derrière disant « I also like the hustle Blake, don't worry ». Et elle qui répond « I've met her, so I've my suppositories ». Et donc, petite traduction, il lui dit « J'aime bien la Blake sentimentale ». Elle lui répond « Je l'ai jamais rencontrée, lol ». Et il répond « Mais t'inquiète, j'aime bien la Blake un peu trou du cul, genre un peu, la connasse, on va dire, plutôt en français ». Et elle dit « Bon, c'est mieux de dire trou du cul parce que la traduction sera beaucoup plus précise ». Et elle dit « Ah, elle, je l'ai rencontrée, et mes suppositoires aussi ». Bon, on parle d'échanges qui, je trouve, sont assez intimes. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de se draguer. Ça veut juste dire que c'est des échanges qui sont assez intimes et surtout des messages qui sont envoyés tard le soir. Donc en fait, à chaque couche comme ça, essayez de vous mettre dans la tête de Ryan Reynolds qui lui-même a fait ce genre de choses sur des tournages pour rencontrer, et donc tu te dis que en fait ça pue pour toi. Quand dans le premier lawsuit de Blake, celui qui a été décrypté par le New York Times, entre autres, je vous ai expliqué qu'elle reprochait un côté très creepy de Justin Baldoni qui par exemple débarquait dans sa loge à elle, dans son trailer, sans toquer quand elle est en train d'allaiter,
et que c'est arrivé plusieurs fois, qu'il était même avec son assistant de production à ces moments-là. Et sauf que dans le lawsuit de Justin Baldoni, parmi les preuves, il y a des preuves qu'à plusieurs reprises, même en réunion devant Justin, elle allaite son bébé. Et surtout, il y a aussi plein de photos où tu vois Justin qui tient le bébé de Blake à de multiples reprises, qui a été invité dans son manoir. Enfin, en fait, il y a plein d'éléments qui montrent qu'il y avait une réelle proximité entre les deux, qu'il y avait vraiment une relation amicale ou autre, on n'en sait rien, mais en tout cas qu'il y avait une relation de proximité réelle et que quand elle, dans son lawsuit, elle parle de creep parce que justement il est proche d'elle, là tu te dis, ben non, c'était votre relation au final qui était comme ça. Parce qu'elle parlait de pas du tout être à l'aise autour de Justin Baldoni, alors que pour le coup, en allaitant devant lui, en lui laissant son bébé à porter à plusieurs reprises, je pense que tu es plutôt à l'aise. Et surtout au niveau du timestamp, c'est ce que l'avocat principal Justin Baldoni précisait dans le lawsuit et en s'adressant que ce soit à la presse et même aux équipes de Blake, c'est que les moments d'allaitement dans les meetings où Justin qui porte le bébé, Justin qui est invité dans le manoir, ce sont des choses qui se seraient donc produites après la fameuse réunion où tout aurait éclaté. Là où il y aurait eu apparemment de nouvelles règles édictées, là où Justin is a creep, donc Justin il doit être loin de Blake, là où il y a des nouvelles règles en vigueur et tout ça en fait. Et tout ça se passe par la suite alors que tu as des problèmes avec lui et que tu le détestes. Dans un autre message envoyé à Justin tard le soir également, sur les coups de genre de 23h si je me souviens bien, dans les articles qui sont linkés dans la barre d'infos, Blake, elle se compare à Khaleesi, the Mother of Dragons, Daenerys Targaryen. Si vous avez jamais regardé Game of Thrones, je vous la décris très vite. On est sur une femme surpuissante, une femme qui a des dragons, elle les possède, elle est très puissante, elle est géniale, enfin, vous avez un peu l'idée. Et donc, elle se compare à Khaleesi en disant qu'autour d'elle, elle a également des dragons, et en fait ces dragons à elle, et c'est dit dans leur discussion, c'est Taylor Swift ainsi que Ryan Reynolds, parce que si vous n'êtes pas au courant, Ryan Reynolds peut-être vous le connaissez que par Deadpool, mais il est déjà très connu, mais surtout il est très puissant et très riche. Il évolue pas que dans le cinéma, hein. Il a une compagnie de téléphonie, si je me souviens bien. Est-ce que c'est pas T-Mobile qui lui appartient, mais non. Bref, ou qui lui appartenait, il l'a revendu. Il est dans vraiment énormément de domaines, il fait énormément de choses. Le cinéma, bien entendu, c'est son premier amour, je pense, mais il est partout, il est très puissant. Et Taylor Swift, est-ce que j'ai besoin de vous préciser qui c'est? Parce que quand ta BFF, c'est l'artiste la plus streamée du monde, oui, il est sûr que ton mari ainsi que ta BFF, ce sont entre guillemets des dragons, j'allais vous dire ça encore avec l'accent. Ce sont des dragons, mais surtout, en fait, le problème, c'est qu'elle disait ça dans le sens où ce sont des personnes qui font des tâches négatives ou non pour elle, qui sont là pour œuvrer dans le bien comme le mal, et elle disait que ça sert à tout son entourage. Enfin, c'est très bizarre, et encore une fois, ce que je déteste, c'est les stars qui sont au courant de leur pouvoir et qui en jouent à ce point-là. C'est-à-dire que, ok, tu le sais, t'as pas besoin de le dire. Si vous vous souvenez également, dans le lawsuit de Blake, elle parlait de fat shaming de la part de Justin Baldoni, et je vous avais expliqué que, pour sa défense, Justin lui avait dit que s'il avait demandé le poids de Blake, c'est pas pour la fat shamer, c'est uniquement parce qu'ils avaient une scène de portée, et dans la mesure où il a des problèmes de dos, il avait besoin à la salle avec son coach de pouvoir se préparer à faire ce porter-la fin. Blake Lively, on est sur une femme qui, je crois, elle doit être un peu plus grande que moi en taille. Je pense qu'elle doit faire presque 1m80. Elle peut pas peser 50 kilos par rapport à la morphologie qu'elle a. Je vous dis pas qu'elle est grosse, absolument pas. Tout ce que je vous dis, c'est que je pense que c'est une femme qui doit peser peut-être 70 kilos. Et donc, faire un porté à 70 kilos, même si Justin Baldoni pousse à la salle, si t'as des problèmes de dos, c'est quelque chose qui se prépare. Déjà, un porté se prépare. Mais pire encore sur une personne grande de taille. Donc par la suite, l'équipe de Blake avait tenu à dire « Ah mais il n'y avait pas de scène de portée, hein. » C'était faux. Sauf que dans son lawsuit, dans sa contre-attaque, si on peut dire ça ainsi, l'équipe de Justin Baldoni a prouvé que la scène de portée, elle était dans le script, qu'elle a été filmée, mais c'est juste qu'elle a été coupée au montage parce qu'elle était inutile. Et ils ont également amené les preuves de tout le suivi médical de Justin depuis très longtemps par rapport à ses problèmes de dos. Donc encore une fois, on a une énième attaque qui se fait enterrer par l'équipe de Justin. Puis un peu pour être le dernier clou du cercueil sur le sujet du body shaming de Blake, il y a un message que Justin lui a envoyé qui a été publié dans sa contre-attaque et qui disait précisément « I want you to feel amazing. Everything you feel insecure about, we will work through it and make you feel comfortable. I don't want you to stress about your body. » Et donc en français, ça donnerait « J'ai envie que tu te sentes au max. Tous les sujets qui font que tu peux être insecure par rapport à quelque chose sur ton corps, on va travailler là-dessus et faire en sorte que tu te sentes à l'aise. J'ai pas du tout envie que tu stresses à propos de ton corps. » Et je vous jure que l'équipe de Justin Baldoni, là, ils ont dit « Ok, vous avez attaqué notre poulain.
laissons l'avocat principal, il va faire le taf et il fait super bien son taf. Parce que dans le lawsuit, et ils sont en train de préparer plein d'autres choses dont je vais vous parler un peu après, ils sont vraiment en train de dire on a essayé de l'enfoncer, on va vous montrer la réalité, parce que c'est pas du tout ce qui en est, tu vois. Parce que j'aurais cru en plus dès le début le fat shaming et ces choses-là parce que dans un monde comme Hollywood, même si on peut penser qu'un mec comme Justin Baldoni semble être très safe place parce que féministe, parce que advocate, parce que nani, parce que nanan vocal sur plein de sujets hyper importants et tout ça, toujours est-il que ça peut être un front total. Il suffit de vous parler d'Antoine Goretti qui est la plus grosse fraude de l'histoire de l'influence de France quasiment. Un mec qui se présente comme féministe depuis le début, comme se battant, c'est un allié en fait, c'est un mec qui est de notre côté. Tout ça pour venir t'avouer que, ah bah oui, en fait, j'ai agressé sexuellement une go il y a quelques années. Et puis, ah, je retourne dans une télé-réalité où je sexualise de ouf les femmes. Mais donc, ce qui fait que ça aurait pu être un énorme front. Et je me serais dit, putain, c'est horrible, tu vois. C'est horrible et la pauvre Blake. Sauf qu'un message comme ça, d'un mec qui te dit du début à la fin, on va faire en sorte que tu te sentes à l'aise. Je veux dire, même les mecs avec qui la plupart des filles sont en couple parlent même pas comme ça. Alors t'as costard en plus et tu lui dis que qu'il y avait du fat shaming. En fait, je sais que j'aurais été Justin et j'entends parler du fat shaming en sachant que j'ai envoyé ce message-là par exemple. Je suis par terre en train de pleurer. Et le plus drôle, c'est que l'avocat de Justin a annoncé et ils ont commencé à le diffuser. Il y a un extrait, parce que vous savez que quand il y a des scènes qui sont tournées, des scènes qui sont prévues pour qu'il y ait une voix d'une narration ou bien une musique, eux, leurs micros sont coupé à ce moment-là, mais ce qui fait que tu les entends dans la caméra et où tu entends Blake rigoler parce que c'est une scène où ils doivent commencer à aller s'embrasser un peu. Et tu sais, il a un grand nez, Justin Baldoni, enfin c'est comme ça. Hein. Et Blake qui rigole en lui disant qu'il a besoin d'une rhinoplastie. Et j'ai pas envie de vous dire qu'elle est en train de le body shamer parce que c'est une blague et peut-être que lui, il est totalement à l'aise avec cette blague-là. Mais toujours est-il que c'est drôle que la personne qui parle de fat shaming, on l'ait entendu en fait body shamer une autre personne derrière. Bon après, je vous ai dit, la personne qui parle de fat shaming, mais je pense vraiment pas que Blake soit derrière ce lawsuit. On va continuer. Il faut vraiment comprendre que dans la réponse de Justin Baldoni, enfin de son équipe légale plutôt, il y a des extraits audio, il y a des extraits vidéo et il y a encore plus de messages. Donc en fait c'est assez simple, c'est que si Blake elle veut vraiment mener cette affaire jusqu'au tribunal, c'est soit elle a ce qu'on appelle le smoking gun en anglais. Donc c'est vraiment, elle a un énorme dossier, elle a un truc de fou sur Justin Baldoni où elle sait que ça va l'enterrer. Tu sais un truc où par exemple... un an avant le tournage, il aurait dit à quelqu'un, et c'est écrit noir sur blanc, t'inquiète, je vais lui faire croire que je suis un mec safe, alors qu'en fait, il faudrait que ce soit un truc comme ça, tu vois, qu'on en soit à ce point-là, pour vraiment faire en sorte que ça l'enterre, parce que là, si elle veut aller au tribunal, ça ne tiendra absolument pas. Ce sera même ridicule pour elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne crois pas que ce soit Blake Lively qui soit derrière ça. Je ne crois vraiment pas parce que, à mon sens... Quand tu sais ce qui s'est passé, elle est au courant de ce qui s'est passé, de toutes les discussions qu'il y a eu réellement entre Justin et elle. Elle le sait parce qu'elle était là. Si elle sait que potentiellement il y a même des preuves, parce qu'il y a des extraits audio, vidéo, il y a les screenshots des messages, des mails et ces choses-là, pourquoi tu vas déposer ce lawsuit? Pourquoi tu veux aller jusqu'au tribunal si tu sais que lui derrière il peut totalement t'enterrer? Et en fait c'est quoi? C'est un suicide médiatique. Elle tuerait sa carrière. À partir de là... Déjà qu'elle avait cette réputation de mean girl et que les gens de Gossip Girl ne l'ont pas aimée, à partir de ce moment-là, tout le monde se dirait « Mais oui, mais maintenant on en est sûr et certain, elle ne jouait pas Serena van der Woodsen, elle est Serena van der Woodsen. Elle est imbue d'elle-même, elle est hautaine, elle se prend pour la reine, elle est imbuvable. » Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas Blake qui est derrière. Je ne pense vraiment pas parce que tuer sa carrière de cette manière-là, alors qu'elle est encore hyper jeune, non. Je ne vois pas la logique. Pour moi, c'est l'œuvre d'une personne qui ressentirait une réelle rage contre Justin Baldoni. Comme Ryan Reynolds, par exemple. Parce que donc dans son lawsuit, Blake expliquait que Justin Baldoni avait été creepy également parce que il avait fait à plusieurs reprises des remarques sexuelles, des blagues sur du porno et plein de choses comme ça. Sauf que dans son lawsuit, Justin Baldoni explique, avec des preuves à l'appui, que lors d'une discussion qui concernait leurs personnages, donc Lily et Ryle, et un moment où ils ont une relation sexuelle, il y avait une discussion qui a un peu commencé à dévier, et c'est Blake qui a fait dévier cette discussion autour de l'orgasme mutuel. Et qui était justement représentée dans cette scène. Parce qu'il semblerait qu'elle n'a jamais connu de moment où son compagnon attend qu'elle jouisse pour lui pouvoir jouir. Et donc derrière, Justin Baldoni lui a expliqué que « Ah ouais, moi c'est les moments les plus fabuleux que je connaisse au lit avec ma femme, tu vois. » Et c'est donc ce genre de preuve
dont il dispose. Donc c'est ça que je vous dis là. C'est que si Blake, elle veut aller au tribunal, j'espère qu'elle a des trucs énormes, parce que toutes les preuves qui sont balancées par la legal team de Justin Baldoni, mais elle est pas dans la sauce, elle est foutue en fait. Et pareil en poursuivant, parce que je vous ai dit donc le mot du porno et tout ça, parce elle lui avait reproché dans le lawsuit d'avoir parlé de porno. C'est lui qui a prouvé dans son lawsuit derrière qu'en fait dans une discussion, Blake était venu vers lui en lui expliquant que elle ne voulait pas que les scènes de sexe ressemblent à du porno, et elle a précisé qu'elle n'en avait jamais vu, mais qu'elle voulait pas qu'il y ait cette image-là. Et lui, il a été étonné qu'elle en ait jamais vu, il l'a félicité, parce qu'en vrai, même moi, je la félicite, parce que c'est un domaine, surtout le porno, enfin, on parle surtout du porno mainstream qui est hyper négatif, c'est hyper négatif, ça donne une vision de la sexualité qui est totalement erronée, une vision de la femme qui est totalement erronée, une vision du sexe qui est totalement erronée dans tous les cas, mais bref. Mais ce qui fait qu'il l'a félicité là-dessus, et il lui a expliqué que lui, malheureusement, il est tombé dedans très jeune, et qu'il a eu des addictions autour du porno, et il en a parlé dans son podcast ainsi que dans son livre, et donc il lui a parlé de ça. Et là, ils ont parlé de porno. Et également, encore autre chose, parce que vraiment, je pense, ce qu'ils ont fait avec l'équipe de Justin, et c'est assez simple, et c'est normal, c'est que ils ont pris point par point tout ce qui était reproché à Justin ainsi que sa team et ses collègues, et ils ont démonté chaque chose, surtout ce qu'ils pouvaient démonter avec des preuves. C'est encore mieux s'il y a des preuves, c'est encore plus parlant. Et ils en sont arrivés au moment où, vous savez, Blake a expliqué que oui, c'est sa version, vous savez, de la réécriture qui a été choisie. Vous savez, la version de la Discord où il y aurait eu Ryan Reynolds ainsi que Taylor Swift sur la réécriture en même temps. Justin et son équipe ont amené les preuves du fait que ce soit totalement faux. Totalement faux, pourquoi ? Parce que leurs deux versions, donc ce que lui a écrit, ce qu'elle a réécrit, les deux versions ont été tournées. Vous savez, les zones où il y a des différences en fait. Tout a été tourné, tout a été monté selon la version de chacun, et ils ont fait ce qu'on appelle les screen tests. Pour les screen tests, c'est très simple, on fait venir un panel, donc on a un échantillon de gens de différentes tranches d'âge, de différentes classes sociales, de différentes communautés, enfin des gens différents qui vraiment vont représenter un peu toute la société dans ce panel, et on leur fait voir le film en entier, ou ça peut être des extraits, mais normalement c'est le film en entier. Et ces gens-là derrière votent, et en général selon les votes, les avis et les discussions qu'il y a, parce qu'il y a des questions-réponses avec des gens de la team qui sont là pendant le screen test, c'est là qu'on sait ce qu'il faut modifier, ou bien s'il faut continuer comme ça. Sauf que sur les screen tests, ce qui était intéressant, c'est que la version de Justin, elle a plu à 20% de personnes en plus que celle de Blake, mais surtout, la version de Blake, elle parlait beaucoup plus aux hommes qu'aux femmes. Alors que c'est un film, je vais pas vous dire c'est un film qui a été tourné pour les femmes, mais vous savez qu'on cherche un public quand on tourne un film. Et là, pour le coup, on cherchait plutôt un public tendance féminine. Et qu'au final, c'est l'autre folle de Colleen Hoover, donc celle qui a écrit le livre sur lequel le film se base, qui a mis une pression et qui a dit qu'elle ne ferait absolument pas de promo si jamais la version qui est choisie au final, ce n'est pas la version de Blake. Vous vous rendez compte de toutes les preuves écrites que la team de Justin Baldoni, elle a ? Enfin, c'est absolument fou d'avoir toutes ces choses-là sous la main et de te dire, mais pourquoi elle a lancé ce lawsuit Blake ? Et c'est pour ça que moi je vous dis Ryan Reynolds, c'est ce démon. Et derrière ça, donc après toutes ces pressions, on en est arrivé au moment de la sortie du film, et le fameux moment dont je vous parlais dans la première vidéo, où Justin Baldoni s'est fait unfollow par tout le monde. Absolument tout le monde sur les réseaux l'unfollow. Et l'avocat de Justin a parlé d'une technique qui s'appelle les miettes de pain, qui est apparemment une technique que Taylor Swift utilise souvent, donc les gens se sont dit « Oui, c'est sûr que c'est ça, parce que Tay étant la bestie de Blake, bref. » Mais donc, ce qui fait que cette technique des miettes de pain, c'est de faire quelque chose sur les réseaux de manière publique, comme ça tombe dans les médias, et de laisser l'audience décider du scénario qui va être écrit. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu l'unfollow sur les réseaux, il y avait deux teams. Soit Justin Baldoni a tellement fait de la merde que tout le monde l'a unfollow, ou bien Blake Lively est tellement une manipulatrice et elle a du poids, et elle et son mari, ils ont un pouvoir de ouf à Hollywood, que tous les gens ont suivi ce que Blake leur a dit. Et si on en croit les preuves actuelles, faut plutôt croire que c'est la deuxième option en fait. Et pour amplifier ces dires justement, l'avocat principal de la legal team de Justin Baldoni a bien précisé que très bientôt, il y a un site internet public qui va débarquer. Ils sont en train de le préparer, ils vont y regrouper toutes les preuves, les audios, les screens des messages, tout, absolument tout, extrait vidéo, tout ce qu'il faut pour montrer que ce qu'ils ont dit est vrai. Comme ça, on aura tout sous la main, parce que tout est dans un lawsuit, mais on aura tout, nous, sous la main, pour voir et pour démêler le vrai du faux. Alors d'un côté, je trouve ça hyper intéressant. Hyper intéressant parce que dans tous les cas, on est face au tribunal populaire. Qu'on le veuille ou non, dès qu'il se passe quelque chose, il y a un tribunal populaire. Mais d'un autre côté, je me dis, mais punaise, mais c'est vraiment censé être que
Enfin, c'est que au tribunal, ce sont des preuves, ça ne nous concerne pas. Mais on a tellement fait le procès de l'un, de l'autre, des deux sur les réseaux, que oui, en fait, autant laisser ça entre nos mains, comme ça on va en décider, quoi. Et en troisième partie, on va parler de la vidéo de Candace Owens, ainsi que l'audio de 7 minutes. Bon, comme si c'était pas suffisant, Candace Owens a décidé de rejoindre la débâcle. Si jamais vous la connaissez pas, tant mieux pour vous. Vraiment, c'était mieux de rester dans l'ignorance, désolé pour vous d'avoir cliqué sur cette vidéo. Candace Owens, c'est une américaine, elle se décrit comme étant commentatrice politique. On va être honnête sur ce qu'elle est réellement, il y en a qui la décrivent comme influenceuse, enfin bref. C'est une wannabe quelqu'un qui est une femme noire américaine, négationniste, qui est pro-Trump et à fond dans l'extrême droite. C'est une folle. Une folle furieuse. Je n'ai pas d'autre terme pour la décrire, dans la mesure où tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle dit, c'est à prendre avec d'énormes pincettes. Enfin, c'est même pas avec d'énormes pincettes. Tu prends tellement de recul que tu vas dans une autre pièce pour écouter ce qu'elle a à dire. Et donc sur sa chaîne YouTube, elle a sorti une vidéo de 55 minutes où elle revient sur l'affaire. Et j'ai trouvé ça hautement drôle et j'ai répondu au TikTok d'un jeune homme qui justement soulignait cette réalité. Et j'ai trouvé ça hyper marrant de voir le nombre de personnes qui m'ont demandé, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander Manon, est-ce que tu as regardé la vidéo de Candace Owens? Vous regardez vraiment le contenu des fous du fond du bus? Et vous leur donnez vraiment du crédit? Non, parce qu'on va en parler du contenu, parce que d'une partie du contenu. Hein. Je vais pas parler des 55 minutes, pas du tout, parce qu'elle est folle, et je n'ai pas à écouter tout ce que cette folle peut dire. Mais bref, je vous dis plutôt, à l'avenir, faites attention. Faites juste attention quand vous tombez sur des trucs, c'est pas parce qu'elle a 3 millions d'abonnés que faut l'écouter. Enfin, je veux dire, le premier youtubeur de France, c'est pas la personne à aller suivre non plus. Bref, Candace Owens, elle rebondissait à ce moment-là sur le post Reddit d'une personne qui a été publié il y a 6 mois. Je vais vous l'ouvrir en même temps, comme ça on va le détailler en même temps. Enfin en même temps, ensemble plutôt, j'ai dit en même temps suffisamment de fois. Parce que c'était très intéressant, c'est une personne qui a des insides sur le tournage de It Ends With Us et qui expliquait qu'elle a beaucoup de choses à dire parce qu'on lui a dit beaucoup de choses et qu'elle avait besoin de se confier et elle a fait une liste de choses qui allaient arriver. Donc dans un premier temps, je vais vraiment vous traduire au fur et à mesure. Donc si jamais je bug, veuillez me pardonner. Supposedly, Blake felt that Justin made her uncomfortable on set. One instance in particular they said was that Justin told Blake she looked sexy in what she was wearing on set. I don't know the context around it. Donc ici, a priori, Blake a ressenti que Justin la mettait pas à l'aise sur le set. Il y a eu un moment en particulier où il aurait été dit de la part de Justin qu'elle a une dégaine sexy pendant qu'il tournait par rapport à ce qu'elle portait et elle connaît pas le contexte autour de pourquoi cette phrase a été dite et pourquoi Blake a senti ça. Apparently, Justin wasn't happy with the original editor's cut of the movie, so he hired his own team to do his version of the movie. Blake wanted to do her own version of the movie as a result, but Sony said no. Apparemment, Justin n'était pas content avec la manière dont le film a été découpé et monté à la base, donc il a embauché sa propre équipe. Ça me semble un peu bizarre parce que c'est lui quand même qui a la prod, mais bref. Pour faire donc sa version du film, Blake a donc décidé à ce moment-là de faire sa propre version, mais Sony a dit que non. Alors pour le coup, justement, ils ont dit que oui. Donc c'est pour ça, déjà, je vous dis, sur les internets, on fait toujours attention. Peut-être qu'après, ils ont dit non à la base et que Ryan Reynolds est arrivé pour mettre la pression. Hein. Blake goes to Sony and threatens... Bon bah voilà, c'est ce que je disais. Blake goes to Sony and threatens to go to the New York Times with a story that says Justin was sexually harassing her on set if they don't let her have her own version. Donc Blake est allé auprès de Sony pour les menacer de justement raconter toute une histoire au New York Times où elle préciserait que Justin Baldoni l'a harcelé sexuellement sur le set si jamais il la laissait pas faire sa propre version. On se rapproche, je pense, de la vérité. Là, on se rapproche, mais encore une fois, je vois pas Blake le faire. C'est possible que Blake l'ait fait, mais je vois plutôt Ryan Reynolds. Sony freaks out and says, okay, whatever you want. Donc, Sony prend peur et dit, ok, comme tu veux. Justin is banned from the Sony lot. I don't think forever, just for the run of the movie, but I could be wrong. Donc, Justin est banni. Alors, le Sony lot, je sais pas comment vous le traduire, je le comprends dans la phrase, mais en gros, il a été ban, pas pour toujours, mais juste le temps que le film puisse continuer à être tourné, en fait, il avait plus de pouvoir décisionnel dessus, en gros. Blake hires Taylor Swift's music video editors to do her version while she's filming in Italy for something. Donc Blake embauche l'équipe qui fait les vidéos des clips et tout ça de Taylor Swift pour faire donc sa version pendant qu'elle shoot un truc en Italie. Blake has a friend and family screening to get thoughts with lot of A-listers, Ben Affleck, Bradley Cooper, etc., etc. Blake fait son fameux screen test dont je vous parlais, mais
Elle l'organise seule de son côté avec des amis et de la famille pour avoir tout leur retour là-dessus. Et il y aura entre autres des grosses célébrités comme Ben Affleck ou Bradley Cooper. Everyone is like, what the fuck? This movie makes no fucking sense. Et tout le monde aurait réagi genre, mais meuf, ce film a aucun sens, ni queue ni tête. Blake realizes she needs to hire an experienced film editor to fix it. Donc Blake réalise qu'elle a besoin d'embaucher un éditeur de film qui a de l'expérience pour pouvoir arranger tout ça. Blake uses a Taylor Swift song in the movie that the studio loves having in there. Blake utilise un son de Taylor Swift dans le film et le studio kiffe. Ça c'est la réalité, de toute manière c'est ce qui s'est passé. Taylor Swift finds out that the original composer for the movie is someone she worked with in the past that was mean to her, and she said it's either me or him. Ouh, ça devient spicy. Alors Taylor Swift aurait découvert que le compositeur pour les musiques du film, c'est une personne avec qui elle a taffé par le passé, mais une personne qui a été méchante avec elle, et elle a mis une pression à Blake en mode c'est cette personne ou c'est moi en fait. Sony fires the composer to keep the Taylor Swift song. Et donc Sony aurait dit non, on va choisir Taylor Swift, donc on vire le compositeur et on garde les sons de Taylor Swift plutôt. Et donc Candace Owens a surtout rebondi sur ce post Reddit parce qu'il est vrai que un post qui a été publié il y a plus de 6 mois et qui nous parle de choses qui se sont passées là, oui, je pense que l'inside était vraiment un vrai insider et que les choses se sont vraiment passées ainsi en fait. Mais dans sa vidéo, la folle du village Candace Owens, elle a précisé que on lui a expliqué que c'est réellement Ryan Reynolds le cœur du problème de cette affaire parce qu'en fait, tout a commencé à partir en vrille au moment où il a décidé de débarquer sur le set quasiment tous les jours et surtout sans demander la moindre permission. Il y agissait comme le patron, c'était vraiment le shérif qui débarque en ville, il donnait son avis sur tout et principalement sur un truc qui s'appelle les dailies, qu'on pourrait appeler les quotidiennes, qui sont juste les scènes qui ont été shootées ce jour-là. Des choses que normalement les acteurs eux-mêmes ne voient pas parce que c'est uniquement la prod qui se charge d'avoir ça et une fois que les scènes sont montées, là on montre aux acteurs, mais on leur montre pas juste les dailies, mais attention, Ryan Reynolds étant Ryan Reynolds, voulait absolument avoir son nez partout. Apparemment, il a aussi commencé à vouloir mettre son nez dans le script, et la personne qui a parlé à Candace Owens, la folle du village, lui a précisé que il avait tellement le nez dans le script et il voulait tout relire et faire des modifs, il y a même eu des embrouilles avec Blake Lively, et on les aurait même entendus s'embrouiller vraiment dans sa loge à elle, dans son trailer. Et je vous dis, pour moi, c'est la version de cette histoire qui fait le plus sens, parce que Ryan Reynolds est tombé amoureux de Blake Lively quand il était en tournage avec elle, alors qu'il était en couple avec Scarlett Johansson. Il est tombé amoureux de Scarlett Johansson quand il était en tournage avec Scarlett Johansson. Donc en fait, c'est une personne qui sait que même si les gens sont des acteurs, il y a aussi une réalité derrière. Combien de couples d'acteurs se sont formés sur les tournages? Dans Gossip Girl, la moitié du cast s'est fréquenté. Brad Pitt et Angelina Jolie, j'ai besoin de vous dire quand est-ce qu'ils se sont mis ensemble. Enfin, je veux dire, les 3/4 des couples d'acteurs, j'ai l'impression que c'est comme ça. Et c'est normal parce que quand bien même t'es dans l'acting, tu vas partager des moments tellement intimes avec une personne selon les scènes, selon les films, selon les séries, qu'il n'est pas possible que ça n'arrive jamais. Et donc, lui à qui c'est arrivé 2 fois, tout ce qu'il a pu se dire, en plus tu regardes Justin Baldoni, frère, tout ce qu'il a pu se dire, c'est que gros, ma femme, elle va pas tomber dans les bras de Raphaël Solano, en fait. C'est hors de question, et je pense qu'il a dû commencer à péter le seum, et en voyant en plus que Blake est à l'aise avec Justin, parce que Matt, les messages où ça te dit « on va travailler sur tes insécurités, on va faire en sorte que tu sois à l'aise, j'ai pas envie que ton corps te stresse ». Et tu dis ça à une femme en plus qui est en retour de couche, donc un moment qui, je pense, est très difficile pour toutes les femmes qui ont accouché, tu vois. T'es là, tu dis « gros ». Et le mec fulmine, et le mec part en vrille. Il avait simplement peur qu'on lui fasse ce qu'il a déjà fait par le passé, c'est-à-dire que ce petit crush d'un tournage devienne quelque chose de plus, et que lui se prenne soit une infidélité, soit un divorce dans la gueule, en fait. Parce que ça veut pas dire si elle divorçait qu'elle allait se mettre avec Justin derrière, ça veut juste dire qu'elle allait peut-être se rendre compte que, en fait, il me faut un mec qui soit différent. Et cette rage, j'y vois toute sa logique, parce que Justin Baldoni, il y a genre 2 semaines, a dit que le personnage de Nice Pool dans le dernier Deadpool est obligatoirement basé sur lui. C'est-à-dire que Nice Pool, on est sur un personnage qui est hyper gentil, qui est hyper safe place, un mec qui a un man bun, donc qui a un chignon, la coiffure avec laquelle Justin Baldoni se balade toute l'année, et qui est vraiment genre safe avec les femmes, avec... Enfin, tu sais, il est dans l'inclusivité, enfin, je veux dire, c'est une personne bien, tu vois. C'est pour ça qu'il s'appelle Nice Pool, et qui bizarrement, donc il se fait moquer de ouf par Deadpool, mais surtout, il se fait buter par Lady Pool, qui est jouée par Blake Lively dans le film.
C'est un peu on the nose, et pour moi ce serait hyper logique, parce qu'on est dans une rage de Ryan Reynolds, et derrière Blake Lively qui sûrement oserait rien dire, parce que si tu veux dire quelque chose et vraiment prendre la défense de Justin Baldoni, c'est que t'as des choses à me cacher, c'est ça. Il y a des choses, tu me caches des choses, tu prends sa défense de cette manière-là, t'as pas envie que je défonce son personnage, t'as pas envie que je vienne sur le set du film, t'as des choses à me cacher alors. Vous savez, ce genre de réaction de taré, mais je suis quasi certaine que c'est ce qui potentiellement s'est déroulé. Et face à cette affaire, je pense qu'il y a une question hyper intéressante à vous poser à vous-même, et que je me suis posée aussi, c'est qu'est-ce que vous avez déjà fait par jalousie, ou bien qu'est-ce qu'on vous a déjà fait subir par jalousie. Et prenez ces situations-là et mettez ça à la place d'un homme qui est presque milliardaire et qui est un personnage très puissant à Hollywood. À votre avis, qu'est-ce qu'il irait faire ? C'est simple, il prendrait des éléments, il les sortirait totalement du contexte, il montrait une legal team et il penserait pouvoir enterrer Justin Baldoni. Sauf que derrière, sa malchance, c'est que Justin Baldoni est énormément apprécié du public depuis qu'on l'a vu la première fois aux écrans, depuis qu'on l'entend dans son podcast, depuis que les gens lisent ses bouquins, depuis qu'il est dans des interviews, depuis qu'il participe à plein de choses en fait, à plein de choses où on voit son côté humain et qui fait carrément oublier même le côté de l'acteur. Donc ce qui fait qu'il a ce côté très positif auprès du public qui allait être très difficile à effacer rapidement. Et c'est entre autres ça qui a fait que le narratif s'est quasi automatiquement tourné vers on est sûr que Blake, c'est elle le problème dans cette histoire. Ce qui bien sûr a été très dommage parce que on n'avait rien, on avait juste des unfollow et déjà tout le monde était sûr que c'était Blake. Il fallait quand même en attendre un peu plus, même si là, je pense qu'on a toujours pas 70% de ce qui s'est passé. Mais toujours est-il que lui s'est dit, Ryan Reynolds, il a une fortune je crois qui est estimée à 700 ou 800 millions de dollars. En face, Justin Baldoni, c'est genre 3 millions de dollars. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ils ne sont pas dans le même monde. Justin Baldoni, la plupart des gens ne le connaissent pas. Nous, on le connaît autant parce qu'on a eu Jane the Virgin avant, mais la plupart des gens ne le connaissent pas. Alors que Ryan Reynolds, pour ne pas le connaître, c'est-à-dire depuis genre Nice Guy, depuis Green Lantern, Deadpool et plein d'autres choses qu'il a pu faire, hein, et même son mariage avec Blake Lively, c'est-à-dire que toutes ces choses-là, y a rien eu. Et donc je pense qu'ils se sont dit, on va juste réussir à l'enterrer. Il va capituler, on va voir en soum-soum ce qu'on peut faire, mais on va réussir à l'enterrer. Et à mon avis, il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de ripostes et surtout à ce que Justin Baldoni fasse appel à des équipes qui travaillent aussi bien. Parce que tous les gens, que ce soit leurs équipes ou n'importe qui, Be Better Company, le créateur de contenu sur TikTok dont je vous parlais, il a regardé un truc très intéressant, c'est les métadonnées de l'article du New York Times qui est très à charge contre Justin Baldoni et sa campagne PR. Il y a des images dans cet article qui sont enregistrées. Parce que vous savez qu'il y a un back-office en fait. C'est-à-dire que quand on écrit des articles en ligne, d'abord t'écris dans le back-office, tu enregistres en brouillon, tu peux faire tes modifs quand tu veux. Donc c'est un article que tu peux commencer il y a 1 an et continuer à l'écrire. Mais donc l'article qui a été publié début décembre, il y a des images qui sont enregistrées depuis le 31 octobre. Sauf que le 31 octobre, il n'y a pas le lawsuit. Le lawsuit de Blake Lively n'est pas encore sorti. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un article du New York Times qui était en préparation avant que le lawsuit ne sorte. Donc oui, Blake a contacté le New York Times, comme la menace du post Reddit en parlait. Mais sauf que c'était pas pour faire peur à Sony, c'était pour faire peur à Justin Baldoni. Et le dernier point qui, à mon sens, va encore une fois dans le sens de Ryan Reynolds doit très sûrement être derrière tout ça, c'est que l'équipe de Justin Baldoni a publié un audio de 7 minutes presque, un audio que Justin a envoyé à Blake, il était genre 2h du matin. En fait, Blake lui avait envoyé un message à 1h38 précisément, un message où elle parlait du traitement qu'elle a eu sur plein de sets, du fait que physiquement il y ait plein de choses où elle est pas du tout à l'aise, toutes ces choses-là pour lui parler de comment elle est psychologiquement à l'approche d'un set et d'un tournage, parce qu'elle a plein de réserves et de peurs, ce qui est normal, une femme Hollywood prend énormément dans la gueule. Et donc Justin lui a fait une réponse de 7 minutes, je vous le mets tout de suite en entier, si vous voulez skip, allez skip, si vous le voulez, il est là. Hey Blake, it is 2 a.m. Hopefully this does not wake you up. Whew. Wow, there's so much I want to say to you, and I hope that we can FaceTime or see each other in person soon and get to talk more. But I'm just gonna send you a few thoughts, and hopefully it's not gonna be more than a few minutes. But that I don't have the best track record. I don't think either one of us have the best track record for our voice memos. I want to start with an apology. Man,
reading the second part of your message, my heart sank. And I'm really sorry. I for sure fell short. And you worked really hard on that. And the way you framed it and how that made you feel, I just want to say thank you for sharing that with me. That takes a lot of trust and vulnerability, and I feel really grateful that you feel safe enough to tell me that that's how you feel and share that with me. And I'm really sorry. I f***ed up. That is a fail on my part. One thing you should know about me is I will admit and apologize when I fail. I am far from perfect. I am a very flawed man, as my wife will attest. And and I'm gonna f*** up. I'm gonna say the wrong thing. I'm gonna put my foot in my mouth. I'm gonna piss you off probably, but I will always apologize and find my way back to center. That is one thing I can assure you of. And I'm sorry I made you feel that way. That must have felt terrible. And I will for sure do better. That was not my best weekend, and I should have given it more time. And damn right, you got great friends if that's how you felt and they knew that. And we should all have friends like that, aside from the fact that they're two of the most creative people on the planet. The three of you guys together is unbelievable. Talk about energy and just a force, all three of you. But I just wanted you to know that I didn't need that, because it's really good and it's gonna make the movie sing like you said, and I'm excited to go through the whole movie with you. I'm just excited to spend time with you. I'm excited to be in your sphere and your presence, and for us to share creative juices together, although that sounds terrible. I think you and I have been trying to build a relationship, which I think we've done successfully. I mean, here we are talking like this, me into my phone at 2 a.m, but largely via text and voice note. And that, I will be honest with you, that is not my biggest strength. I love being with people and being in somebody's space and being face to face, and I feel like that's where I excel. And definitely fallen short at times in our text and voice note exchanges, because there's so much to communicate and there's so much happening. And all that to say, I'm just really looking forward to spending time together. And I think that's going to really go a long way for our chemistry, which I believe is there and has been there from the start. So I was so damn excited when you wanted to do this film. I felt it in the room when we met. And yeah, I think it does come from the both of us being so fucking hardworking and having a vision and not settling. And I'm excited to have a creative partner in that with you. And it's just really exciting. There's so much more to say. There's so much I want to say. And there's one thing that I do need to say, which is I am so sorry you have been through what you've been through with these other filmmakers and producers or whoever the people were that you worked with. It just pissed me off. Those that I'm just still kind of blown away that this is the industry that we're in and that you've experienced that as a woman. And I know I don't need to say it, but that's not at all going to be or will be, and hopefully it's not been the experience with me. There's nothing more exciting to me like that I get to work with Blake Lively and have her, all of her. I mean, that's what I want. And so there's been no hesitancy with me sending you the final draft file. I am totally fine with that. The only reason I didn't send it today was because I was trying to implement and add your notes into my working draft, which is already like I'm all over that draft right now. So there's a whole bunch of new stars that are going to be collated pages, and I just haven't had a chance to send it to you. But there's no hesitancy. I'm happy to send it to you, and I'm sorry that has happened to you before. And I hope after this experience there will be a new. I don't know. I hope it'll be healing in some way.
that's all I want. I want this movie to be healing. I want this movie to be commercial, just like you, and affect people and touch people. And I want to walk you through my whole plan and the work that we're doing with the domestic violence partner that we found, No More, and just my vision. And I just know that this can be really, really special, and it's gonna be special. And you're the secret sauce, and we're the secret sauce. And anyways, I have so much more to say. I'm gonna stop rambling because Jesus Christ, it's been 6 minutes and 30 seconds. So me. I'm sorry. You probably have kids all over you and a baby on your boob, and you're listening to me ramble at 2 a.m. I hope you're feeling better, and give Ryan my love. Thank you for sending me that. It means the world to me that you trust me with your feelings and your thoughts like that. And I can't wait to spend more time with you. Okay, I'm done. Cutting myself off. Good night. Si vous comprenez l'anglais, bah c'est super pour vous, je suis vraiment trop fière de vous. Mais surtout, si vous comprenez pas l'anglais, pour vous donner juste le sens. Et je vais pas le faire au minutage. Mais on est sur un audio que Justin déjà lui envoie en s'excusant dès le début. L'audio va être long, il va sûrement baragouiner des trucs chelous à gauche à droite parce qu'il a besoin de s'excuser par rapport au fait de ce qu'elle a vécu, par rapport au fait que lui, il y a des trucs qu'il n'avait pas obligatoirement en considération de ce qu'elle a vécu justement en fait. Et donc il explique qu'il va sûrement parler pendant très longtemps parce que il sait pas faire des vocaux courts, on lui reproche tout le temps, et il disait que même elle en fait, là-dessus elle sait pas faire des vocaux courts. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est aussi long. J'ai vu des gens qui direct ont reproché à Justin d'envoyer un message tard et d'envoyer un message aussi long. S'il est aussi tard, c'est parce que 20 minutes avant, lui, il a reçu un pavé de la part de Blake. Et s'il est aussi long, c'est parce que leurs échanges apparemment en mémos vocaux sont très longs de base et que lui, bah, comme il le dit, c'est même un truc qu'on lui reproche. Ce que j'ai aimé dans le vocal, c'est que déjà, il s'excuse 1 milliard de fois et il lui dit qu'il va faire en sorte que justement, tout ce qu'elle a déjà vécu sur des sets, c'est pas des choses qu'elle vive à nouveau parce que voilà, c'est un truc, lui, en tant qu'homme, il peut pas savoir et nanani. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant et hyper bien aussi, c'est qu'à plusieurs reprises, il parle de son épouse. À 2 ou 3 reprises. Et je trouve ça super bien parce qu'en fait, il met des distances. Parce que tu mets des distances, c'est bien, je t'envoie un vocal très tard avec une voix, mais il met des distances parce qu'il parle de son épouse à plein de reprises, comme il le fait tout le temps en interview. Ce mec est tellement amoureux. Mais donc, bref, ce qui fait que je suis quasi certaine que Ryan Reynolds a dû tomber sur le vocal, a dû l'entendre. Je suis quasi certaine. Et que c'est un truc qui l'a fait encore plus partir en vrille. Parce qu'on est sur Justin Baldoni. Il envoie un vocal de 7 minutes à ta femme à 2h du bar. Vocal dans lequel il s'excuse si jamais il y a eu le moindre truc et manque de considération. Et il s'excuse et il dit je suis une personne qui s'excuse, faut que tu le saches. Si jamais j'ai fait une erreur, je la reconnais et je m'excuse. Et pour moi, c'est une manière d'être, où tu sens le mec évoluer, tu sens le mec secure, tu sens le mec en fait qui n'a pas peur de reconnaître ses torts parce qu'il est suffisamment mature par rapport à son comportement et tout ça, et il lui explique qu'il va tout faire bien, que tous les deux vont faire les choses bien, qu'il a trop hâte parce que ça va être un super gros tournage, qu'il a trop hâte de pouvoir passer du temps sur le tournage avec elle, de pouvoir la découvrir, de découvrir son monde à elle, de lui faire découvrir sa vision et tout ça, et où en fait, tu sais, t'es là en mode, frérot, un Ryan Reynolds qui a entendu ça, crois-moi, il est parti en roue libre. Mais j'aimerais bien savoir votre avis, parce que je sais qu'il y a des gens qui... il y a plein de teams. Il y a la team, c'est sûr que c'est Blake et uniquement Blake parce que c'est une mean girl. Il y a la team, potentiellement Justin Baldoni a vraiment fait de la merde. Et ce qui est une team qui peut exister. Encore une fois, moi j'attends, il est possible que Blake ait un smoking gun, mais moi je suis vraiment de la team. Je pense que Ryan Reynolds, il a pris le seum. Parce que pour moi, c'est la plus grosse logique de cette situation. Ryan fucking Reynolds a pris le seum, et il est parti en roue libre. Tout simplement. Et si la vidéo du jour vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez les liens vers des articles cool dans la barre d'infos. Si je vous manque avant dimanche prochain, rejoignez-moi sur mon podcast. J'y suis 2 fois par semaine, les lundis soirs et les jeudis matins. Venez écouter Night Confessions sur toutes vos plateformes. Et en attendant aussi, il y a Instagram, il y a TikTok, enfin bref. Je suis un peu partout toute la semaine. Je vous fais de gros bisous mes stars et on se dit à très bientôt. Peace guys.